Le cessez-le-feu vient d'être prolongé de 45 jours, et dans les heures qui suivent donc cette annonce, l'armée israélienne lance de nouvelles frappes dans le sud du Liban. Une vingtaine de villages touchés, des habitants en exode vers Saïda et Beyrouth, et le Hezbollah qui attaque une caserne dans le nord d'Israël avec un essaim de drones. Voilà ce qu'est cette trêve au 78e jour de cette guerre, une trêve prolongée et violée simultanément. Commençons par ce qui change structurellement cette semaine. Après 3 sessions à Washington, les négociations directes entre Israël et le Liban prennent un tour sérieux. Les 2 délégations, conduites par l'avocat Simon Karam, envoyé spécial du président libanais Joseph Aoun, et l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, ont discuté jeudi 14 et vendredi 15 mai sous les auspices du département d'État américain. Elles ont fixé un cadre à leurs travaux et pris rendez-vous pour entrer dans le vif du sujet sur les volets politiques et militaires, selon Le Monde. La prolongation de 45 jours a été annoncée vendredi par la diplomatie américaine. L'ambassadeur israélien à Washington juge que le potentiel de réussite est important, malgré des hauts et des bas. Et le Premier ministre libanais Nawaf Salam a profité de cet élan pour lancer une charge directe contre le Hezbollah, assez de ces aventures irresponsables servant des projets ou intérêts étrangers. Une phrase historique dans la bouche d'un Premier ministre libanais, une phrase qui dit tout de la fracture politique qui traverse le pays. Car le Hezbollah, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Il a critiqué samedi la prolongation de la trêve, estimant dans un communiqué que la proposition d'instaurer un mécanisme sécuritaire facilité par les États-Unis s'ajoutait à une série de concessions gratuites offertes à l'ennemi par les autorités libanaises. Et il a poursuivi ses opérations dans le sud, embuscades, drones FPV à fibre optique, tirs de roquettes. Le Hezbollah a revendiqué une attaque contre un rassemblement de soldats israéliens dans la ville de Khiam avec un drone suicide. Il a affirmé avoir visé la caserne de Yahara dans le nord d'Israël avec un essaim de drones. Et dimanche à l'aube, l'armée israélienne a annoncé avoir intercepté des roquettes tirées vers ses soldats dans le sud du Liban. Sur le front des drones, qui est en train de devenir le front décisif de ce conflit, une évolution technologique mérite une attention particulière. Le Hezbollah utilise désormais des drones FPV pour First Person View, soit des drones pilotés en vue première personne, guidés par des câbles à fibre optique. Ces armes, apparues dans la guerre en Ukraine, sont indétectables par les systèmes électroniques et impossibles à brouiller. Elles volent bas, déroulant jusqu'à 50 km de câbles fins comme du fil dentaire. Un officier israélien âgé de 24 ans, le capitaine Maoz Israël Rekanati, a été tué vendredi dans le sud du Liban. Un autre soldat israélien a été tué samedi, portant à 21 le bilan des pertes israéliennes depuis le début de la guerre contre le Hezbollah, début mars. L'armée israélienne dit avoir frappé 40 cibles du Hezbollah dans le sud du Liban au cours des dernières 24 heures précédant mercredi. Le bilan humain au Liban est désormais de 2 969 personnes touchées et 9 112 blessées depuis le 2 mars, selon le ministère de la Santé libanais. Médecins sans frontières a pris la parole cette semaine pour condamner les attaques contre les secouristes au Liban. L'organisation cite une attaque de drone sur 2 agents de la défense civile à Nabatiyeh le 12 mai, alors qu'ils tentaient de porter secours à une personne. Les attaques contre les services de santé sont inacceptables et ne doivent pas être banalisées, a déclaré Jérémy Ristor, chef de mission MSF au Liban. MSF note que les équipes de secours sont de plus en plus souvent contraintes de retarder ou de limiter leurs interventions vitales par crainte d'être attaquées. L'armée israélienne a par ailleurs élargi son périmètre de frappe ce samedi. L'un des villages touchés se trouve à plus de 50 km au nord de la frontière, un périmètre inédit depuis le début du conflit. Et la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, se dit de plus en plus inquiète. Des drones ont provoqué des explosions à l'intérieur même de son quartier général à Nakoura le 11 mai. Des incidents ont eu lieu les 5, 10, 11 et 12 mai. Nous avons spécifiquement protesté contre la présence, les activités et les mouvements du personnel et de véhicules des forces israéliennes à proximité de notre quartier général, a déclaré la FINUL. Elle a aussi protesté auprès des forces armées non-libanaises contre les activités d'acteurs non étatiques, en clair le Hezbollah, à proximité de ses positions. Il y a aussi la Syrie. Des forces israéliennes ont pénétré dans 2 zones du sud de la Syrie ce samedi. 4 véhicules militaires dans le village de Saïda al-Hanou, dans la campagne méridionale de Kouneitra, et 3 chars dans les environs de Tal al-Diriyat avant de se replier.
Des maisons ont été fouillées selon l'agence de presse officielle syrienne Sana, sans arrestation signalée. Israël étend son empreinte opérationnelle et à Gaza, l'armée israélienne a confirmé avoir éliminé lors d'une frappe vendredi Ezzeddine al-Haddad, chef de la branche armée du Hamas, présenté comme l'un des principaux architectes de l'attaque du 7 octobre 2023. Passons maintenant au détroit d'Ormuz. Et là, quelque chose de fondamental est en train de se produire discrètement, sous le bruit des combats au Liban. L'Iran est en train de créer son propre système de gestion du trafic maritime dans le détroit. Ebrahim Azizi, chef de la commission parlementaire sur la sécurité nationale, a annoncé que l'Iran a mis en place un mécanisme professionnel de gestion du trafic, le long d'un itinéraire désigné qui sera bientôt opérationnel. Les conditions sont précises. Seuls les navires commerciaux et les parties coopérant avec l'Iran en bénéficieront. Des frais nécessaires seront perçus pour les services spécialisés. Et la voie restera fermée aux opérateurs du projet dit de liberté, soit l'opération militaire américaine. En clair, l'Iran est en train d'institutionnaliser son contrôle du détroit, de le transformer d'une mesure de guerre en une infrastructure de pouvoir permanente. C'est exactement ce que le général Akraminia avait annoncé la semaine dernière quand il disait que le contrôle du détroit pourrait doubler les revenus pétroliers de l'Iran et qu'après la fin de cette guerre, il n'y aura plus de retour en arrière. Jeudi, l'Iran avait déjà autorisé le passage de plus de 30 navires chinois dans le détroit. Et ce samedi, la télévision d'État iranienne annonce que des pays européens ont entamé des négociations avec la marine des gardiens de la Révolution pour obtenir des autorisations de passage. Aucun pays européen ne l'a confirmé officiellement. Mais le signal est clair. L'Iran est en train de constituer sa propre liste de pays autorisés à coopérer. Et les pays du monde entier commencent à se plier discrètement à ce nouveau régime. En face, le blocus américain continue. Au 16 mai, 78 navires commerciaux ont été redirigés et 4 immobilisés par la marine américaine dans le cadre du blocus des ports iraniens, selon le CENTCOM. Et un élément militaire d'importance est survenu ce samedi. Le porte-avions américain USS Gerald Ford, le plus grand porte-avions au monde, est rentré en Virginie après un déploiement de 11 mois, le plus long depuis la guerre du Vietnam. 5000 marins ont retrouvé leur famille à la base navale de Norfolk. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth les a accueillis en les félicitant. Les équipages des 3 navires ont reçu la Presidential Unit Citation, la plus haute récompense qu'une unité puisse recevoir. Mais le retrait du Gerald Ford réduit les capacités militaires américaines au Moyen-Orient, sur fond de trêve fragile avec l'Iran. En Irak, une donnée économique frappe par son ampleur. Le nouveau ministre du pétrole, Bassem Mohamed Koudaïr, a déclaré lors de sa prise de fonction que les exportations de pétrole irakien par le détroit d'Ormuz ont été quasiment divisées par 10 en avril. L'Irak exportait 93 millions de barils par mois via le détroit avant la guerre. En avril, seulement 10 millions. Cette activité représente normalement 90% des recettes budgétaires de l'État irakien. Et à Bagdad, des tirs d'artillerie ont retenti samedi matin, non pas pour signaler une attaque, mais pour marquer la formation du nouveau gouvernement irakien, dirigé par l'homme d'affaires Ali Al-Zaidi, 6 mois après les élections législatives de novembre 2025. Ce nouveau Premier ministre s'est proposé comme médiateur entre l'Iran et les États-Unis le 5 mai. Un nouveau canal diplomatique qui s'ouvre. Du côté français, le porte-avions Charles de Gaulle et son escorte sont arrivés. Sur zone, vendredi, en mer d'Arabie, où ils sont prépositionnés en cas de déclenchement d'une mission neutre pour rétablir la navigation dans le détroit d'Ormuz. La ministre déléguée aux armées Alice Ruffo a fait l'annonce, et les États-Unis ont arrêté vendredi Mohamed Bakr Saad Daoud al-Saadi, présenté comme un responsable des brigades du Hezbollah irakien, un groupe armé pro-Téhéran. Il est accusé d'avoir planifié des attaques aux États-Unis, au Canada et en Europe, notamment contre des sites juifs. Et pour finir, l'anecdote qui résume tout. L'équipe de football iranienne attend toujours ses visas pour les États-Unis. À 1 mois de la Coupe du Monde, elle part lundi pour Antalya, en Turquie, pour un stage de préparation. C'est là-bas, en Turquie, que les joueurs tenteront d'obtenir leurs visas américains. Le président de la fédération iranienne, Mehdi Taj, a confirmé qu'aucun visa n'avait encore été délivré. Une réunion s'est tenue samedi à Istanbul entre la délégation iranienne, le président de la fédération turque Ibrahim Ethem Ashosmanoglu
et le secrétaire général de la FIFA Mathias Grafström. L'Iran doit établir son camp de base à Tucson, en Arizona. Première rencontre, le 15 juin à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande, puis la Belgique à Los Angeles, puis l'Égypte à Seattle. Jouer la Coupe du Monde sur le sol de l'adversaire en temps de guerre et attendre ses visas à Istanbul. Voilà la question que je vous pose ce soir. L'Iran est en train d'institutionnaliser son contrôle du détroit d'Ormuz en créant un système de péage et d'autorisation de passage. Si ce mécanisme devient permanent après la guerre, comme le proclament les responsables iraniens, est-ce que l'ordre maritime mondial, tel qu'on le connaissait depuis des décennies, est en train de changer définitivement? Répondez dans les commentaires. Laissez un pouce bleu si cette analyse vous a été utile. Abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve très bientôt.